part cette fois-ci pour le Burkina Faso, en Afrique, le Burkina où un enfant sur 10 décède avant l'âge de 5 ans en raison d'affections que l'on pourrait éviter ou qu'on pourrait traiter comme la malnutrition, la diarrhée, les affections des poumons, le paludisme. Et c'est dans ce contexte et en lien avec le ministère de la Santé du Burkina que l'ONG Terre des Hommes a monté un système de diagnostic électronique qui s'appelle YEDA. Et pour présenter ce projet et recevoir aussi son prix, va me rejoindre tout de suite Sonia Ancelin-Panzani, qu'on peut applaudir, de l'ONG Terre des Hommes. Elle est en poste à Dakar. Elle est en charge toute une partie d'Afrique de l'Ouest. Et c'est donc elle qui vient aujourd'hui recevoir ce prix. Asseyez-vous, Sonia. Et on va parler de cette application qui n'est pas sur téléphone portable, justement, qui est sur tablette. Et c'est bien une application de première ligne pour des gens qui sont en premier poste pour aider à prendre en charge des enfants. Elle se présente comment ? On est sur une tablette ? Comment est-ce que ça fonctionne ? Une tablette lambda ? Alors effectivement, c'est sur une tablette assez lambda, Samsung, s'il faut dire la marque pour l'instant. On équipe aussi les centres de santé de premier niveau avec des panneaux solaires et puis on donne des unités de connexion pour pouvoir envoyer les données sur le serveur en fait. Et ce sont des tablettes équipées de panneaux solaires, donc elles peuvent fonctionner à peu près partout puisque là, votre application va concerner des zones qui sont assez loin de la capitale. Absolument. En fait, on est dans des zones assez difficiles parfois d'accès, difficiles sur un plan sécuritaire aussi malheureusement. Et on couvre 40% des centres de santé du Burkina Faso. Et d'ici 2020, fin 2020, on aura couvert 62% des centres de santé du Burkina. Donc ça, c'est une grosse réjouissance pour nous. Alors, application concentrée sur les petits-enfants de 0 à 5 ans, sur lesquels on a un taux de mortalité que je donnais tout à l'heure et qui est important. Et vous dites, pour nous, il nous a semblé vraiment primordial d'aider, de former les personnes qui sont en première ligne, en premier poste lorsqu'elles reçoivent les enfants et surtout leurs mamans qui viennent les apporter. Et moi, je garde cet exemple que vous m'aviez donné qui est en tête. Quand on vous apporte un enfant et on dit « mon enfant a mal aux oreilles », il ne faut pas se contenter de regarder ses oreilles pour comprendre où il a mal. C'est une évidence, peut-être pour nous, c'est moins une évidence pour les agents qui sont sur place. Et donc, vous avez décidé de leur faire une application qui va leur poser des questions et qui va mener comme un entretien médical ? Exactement. En fait, on a digitalisé ce qu'on appelle le protocole de prise en charge intégrée des maladies de l'enfant de l'OMS UNICEF. Donc, on a vraiment digitalisé quelque chose qui existe. C'est un algorithme qui va commencer par les questions relatives aux signes de danger et qui nous permet vraiment qui permet à l'agent de santé de faire une prise en charge globale de l'enfant qui vient en consultation curative, de l'enfant de moins de 5 ans qui vient et qui est malade. Alors pour voir à quoi ça ressemble, on a une petite vidéo qui va passer, que je vais vous demander de nous décrire justement. Là, on va comprendre ce questionnaire qui suit un protocole, si on peut la diffuser, la vidéo. Allô, je me tourne vers Léa. Voilà, la vidéo passe. Allez, je vous laisse nous décrire comment ça marche cette application. Donc tout d'abord, on va cliquer sur consulter un enfant et on va chercher en fait si l'enfant est déjà venu en consultation parce qu'on a toute une file active. Et ça, les agents de santé apprécient beaucoup parce qu'ils peuvent voir l'historique des consultations. Donc on va aller chercher sur le serveur, on va synchroniser et ensuite l'agent de santé va pouvoir rentrer son code parce que chaque agent de santé a un code pour qu'on puisse savoir qui a introduit quelles données et on sait aussi à quel moment ça a été introduit. On va commencer ensuite par les constantes. Donc la taille, le poids, ça va permettre le périmètre brachial, la température, ça va nous donner en fait ensuite un scoring en termes sur le statut nutritionnel. Et puis on va demander quel est le référencement, comment est-ce que l'enfant est venu dans le centre de santé. Là on est sur les signes de danger déjà, l'application va très vite là, la vidéo, parce que c'est très important d'aller sur tous les signes de danger avant d'aller sur le statut vaccinal et avant d'aller à d'autres questions. En fait les variables sont vraiment obligatoires pour pouvoir enregistrer en fait la consultation. Et dès qu'il y a en fait un signe de danger, après l'agent de santé va voir un message apparaître. Donc il y a pas mal de messages. Vous voyez aussi là il y a une petite flèche sur les œdèmes. En fait, repérer les œdèmes. Il y aura une petite vidéo qui va montrer en fait aux agents de santé, qui va rappeler comment on le fait. Donc il y a des textes de pop-up qui apparaissent pour mieux expliciter certaines parties du protocole PCME qu'on n'a pas changé. Il y a des petites vidéos aussi pour illustrer.
et on va jusqu'au traitement, en fait, jusqu'à la prescription après le diagnostic. Et l'agent de santé doit même en fait s'expliquer s'il donne un médicament qui est autre que celui qui est proposé par l'application. Et s'il ne donne pas ce qui est proposé par l'application, il doit se justifier en disant peut-être il y a une rupture de cette molécule en fait. Et là on voit à la fin, puisque c'est un cas de malnutrition, tous les conseils qui sont avec une petite image permettant une alimentation équilibrée pour cet enfant qui a un problème en fait de malnutrition. Dans cette application, pour l'utiliser, est-ce qu'il faut un minimum de connaissances médicales ou est-ce que finalement, je veux dire, n'importe qui peut le faire? Parce que les questions sont très simples que l'on voit dessus. Alors l'outil ne remplace quand même pas les compétences médicales et heureusement puisqu'il y a beaucoup d'observations cliniques dans le protocole PCME, mais en tout cas ça permet à des agents qui n'ont peut-être pas les qualifications attendues, puisque la PCME elle a été faite pour des infirmiers, mais finalement c'est souvent des agents de santé qui ont un degré de formation inférieur qui réalisent les consultations curatives. Donc c'est une véritable aide. Maintenant, il faut quand même avoir un background médical pour pouvoir bien observer les signes en fait. Alors on a vu que culturellement c'est intéressant, les choses changent à partir du moment où les agents de santé ont commencé à utiliser cette application et la tablette. Le regard des patients ou le regard plutôt des mamans a changé. De quelle manière ? Absolument. Alors au début, on avait peur parce qu'on s'est dit on va mettre une tablette entre l'agent de santé et puis le bénéficiaire, le patient. Est-ce que ça ne va pas créer finalement un décalage, une complexité supplémentaire ? Et finalement, là, on a 3 études en fait de la London School of Hygiene and Tropical Medicine sur notre projet YEDA qui montrent en fait une grande acceptation aussi des bénéficiaires, puisque les mamans, dans les rares cas où les tablettes étaient un peu mises de côté, elles ont demandé, peut-être parce qu'il y avait un pic élevé de fréquentation, elles ont demandé vraiment à utiliser la tablette parce que ça les rassure. Elles voient en fait qu'on n'oublie pas de questions, que toutes les questions sont posées, et ça, pour elles, c'est un gage de qualité. Et est-ce que pour les agents de santé, ça les a rassurés? Au contraire, ça aurait pu aussi les frustrer et se sentir dépossédés d'une certaine connaissance ou d'un certain pouvoir? Tout à fait. Au tout début, les agents de santé, ils ont forcément eu le réflexe de se dire est-ce que ça ne va pas nous donner une charge de travail supplémentaire? Et est-ce qu'on va recevoir une indemnité, une motivation, comme on l'appelle parfois dans nos contextes? Et en fait, on a dit non, parce que pour nous, tout projet qu'on fait, on ne le fait pas juste pour Terre des Hommes, on le fait pour le donner ensuite au ministère de la Santé, pour que ce soit pérenne. C'est ça notre but ultime. Donc on ne voulait pas créer quelque chose qui n'allait pas pouvoir être repris par les autorités. Mais après, ce sur quoi on s'est basé, c'est finalement voir quels sont les besoins des utilisateurs, voir quels sont les besoins des agents de santé. Et le fait qu'on ne soit pas juste sur de la compilation d'informations, mais plutôt de l'aide à la décision, ça les a séduits parce qu'ils ont vu, et c'est le feedback qu'ils nous font, que ça améliore leur quotidien, ça leur facilite la tâche en fait. Et ils aiment particulièrement, par exemple, le fait de pouvoir voir la file active, tout le suivi, l'historique de leurs patients. Il y a un aspect qui est important dans cette application, on va bien insister là-dessus, c'est l'aspect vidéo. C'est pas uniquement de la vidéo pour se faire plaisir, on est dans une notion aussi de formation, de transmission de la connaissance. Tout à fait. Alors en fait, ce qu'on fait, c'est que le projet YEDA, donc c'est à 4 composantes, dont le registre électronique de consultation qu'on a vu tout à l'heure, mais aussi de l'exploitation des données qui nous semble être primordiale. Par exemple, c'est comme ça qu'on va privilégier de l'appui plutôt sur tel ou tel centre de santé dont on a vu qu'il y avait encore des difficultés en termes de prise en charge. Donc on va centrer la formation sur ça. Et ensuite, on a aussi du coaching pour les agents en fait, où là, on va aller vraiment sur la dimension individuelle et voir quelles sont les difficultés d'analyse de certains symptômes, par exemple. Et on va axer vraiment notre formation de manière très pratique. Et ensuite, il y a tout ce qui est e-learning aussi, avec beaucoup de vidéos, justement, pour les agents de santé, sur la base, toujours, des erreurs constatées. Donc, en fait, ça fait vraiment un cercle vertueux qui s'auto-alimente, où toutes les différentes parties s'enrichissent les unes et les autres, ce qui nous permet à chaque fois de revoir le registre électronique de consultation, qui en est à sa version 2.7, à chaque fois grâce au feedback des utilisateurs. Et ça, c'est central. C'est vraiment un outil qui est centré sur le feedback des utilisateurs. Aujourd'hui, que deviennent les données qui sont collectées? Est-ce qu'on peut les utiliser? Est-ce que les gouvernements, enfin le gouvernement en l'occurrence du Burkina, peut l'utiliser dans des politiques de prévention, dans des politiques sanitaires? Quelle est l'utilisation aussi, je veux dire, technique, informatique qui est faite de ces données?
Alors, on a toute une composante d'exploitation des données avec un système de dashboard en fait, configuré aux différents niveaux de la pyramide sanitaire. Donc ça veut dire, comme le disait un intervenant tout à l'heure, qu'en fonction des besoins d'information sanitaire, on a configuré ces tableaux de bord par rapport à ce qui est nécessaire. Ça ne sert à rien de donner trop d'informations ou des informations qui ne sont pas adaptées à un niveau. Donc là, il y a vraiment un effort de configuration pour chacun de ces niveaux de l'information sanitaire. L'infirmier chef de poste, qui est le chef du centre de santé, lui, ce qu'il veut savoir, c'est comment est-ce que ses agents performent, par exemple, et comment est-ce que son centre de santé performe par rapport au centre de santé avoisinant. Donc voilà, on va configurer ces données-là et ensuite on va aller aussi plus loin sur l'analyse des données puisque chaque mois, on a 200 000 nouvelles consultations d'enfants de moins de 5 ans. Donc ça, c'est un volume important qui fait qu'il y a pas mal de partenaires qui viennent nous voir. Notamment, là, on est en discussion avec l'OMS pour analyser beaucoup plus en profondeur l'épidémiologie du paludisme au Burkina Faso en lien avec le PNLP, qui est le Programme national de lutte contre le paludisme du Burkina Faso. Parce qu'ils considèrent que c'est une base de données qui est propre, dont les données sont fiables et pour lesquelles on peut creuser beaucoup plus en fait pour les politiques de santé publique. Ça c'est vraiment un des succès, des clés de succès en tout cas de ce projet. D'abord la volumétrie, vous l'avez donné tout à l'heure, de patients, d'enfants qui passent par cette application quelque part, et ça a la capacité de ce succès à avoir des partenariats derrière. Vous avez parlé de l'OMS, et la fondation Bill Gates, si je ne m'abuse, qui est dessus, et d'autres partenariats que vous dessinez. Qu'est-ce que vous faites et avec qui un petit peu ? Alors le premier partenariat pour nous, c'est vraiment avec le ministère de la Santé. Cet outil, il a été co-construit avec le ministère de la Santé. C'était à l'époque un médecin-chef district en fait, qui a réfléchi avec nous à cette application. On se disait, on veut vraiment améliorer le suivi individuel des patients. On veut pouvoir arrêter de confondre des nombres de consultations avec des nombres de consultants et on veut beaucoup plus de qualité dans la prise en charge. Donc on l'a fait ensemble. Et ça, pour moi, c'est primordial et c'est un des succès, à mon avis, de cette solution. Donc ça, c'est le premier partenariat. Et on est en ce moment même, en ce début d'année, on a commencé le transfert de cette solution digitale au ministère de la Santé burkinabé. C'est un processus qui dure 24 mois. Il y a beaucoup d'étapes, mais in fine, après, le ministère va pouvoir vraiment avoir ces données au Burkina, avec les capacités des personnes qui vont gérer la base, qui seront renforcées, et des niveaux de sécurité suffisants, en fait. Ouais. Donc ça, c'est le premier partenariat. Mais au-delà, l'approche de Yeda est fondée sur le partenariat, puisque, en effet, depuis 2014, financé par la Bill & Melinda Gates Foundation, on s'est entouré de partenaires. Sur la partie technologique, on a travaillé avec Dimagi, qui a une plateforme qui s'appelle Comcare, qui est très solide, robuste, où en Inde, ils fonctionnent avec 240 000 utilisateurs. Ils savent faire la connexion avec le DHIS2, puisque aussi le REC est connecté à DHIS2. Sur la partie du coaching, la méthodologie, on a travaillé avec URC. Et on continue les partenariats, en fait. Là, on a un nouveau partenariat avec la Cloudera Foundation et l'Université de Genève pour travailler sur le big data et l'intelligence artificielle. Alors ça, c'est quelque chose qui nous enthousiasme tout particulièrement quand on a ce niveau de données. C'est ensuite pouvoir aller au-delà et après travailler sur des dashboards intelligents, sur des modèles prédictifs en matière de surveillance épidémiologique. Et ça, c'est particulièrement palpitant. Et j'en oublie d'autres. Il y a tellement de partenaires, mais aussi on a une alliance qui s'appelle Aledia avec World Vision et Action contre la faim, où on veut aller plus loin encore dans la digitalisation avec le protocole de prise en charge de la malnutrition. L'avenir aujourd'hui de cette application, c'est lequel ? Est-ce que vous allez rester sur les enfants de 0-5 ans ou est-ce qu'il y a d'autres pathologies qui peuvent être concernées ? Et est-ce qu'on va avoir une internationalisation de cette application ? Alors, ce qu'on voit sur la carte, ça tombe bien. C'est non seulement l'envergure du projet, ça c'est ce qu'on voit en fait en orange actuellement, les 40%, et on va arriver aux 62% avec les parties en bleu du Burkina. Et ce qu'on voit aussi, c'est apparaître avec les petites icônes, c'est les développements en fait au-delà du protocole PCIME, puisque depuis l'année dernière, on a commencé aussi un formulaire sur la surveillance épidémiologique dans 3 districts sanitaires. On a commencé aussi à travailler sur le e-Ange, donc la partie alimentation du nourrisson et du jeune enfant avec le Live and Thrive. Ensuite, on a commencé en test à saisir les indicateurs du DHIS2. Et puis, vous voyez aussi, il y a un petit icône sur le REC maternité. On est en train de développer un nouveau formulaire pour faire tout le suivi des consultations prénatales, de l'accouchement et consultations postnatales. Donc, je pense qu'un des
l'avenir aussi du REC, c'est de s'étendre à d'autres fonctions, digitaliser d'autres protocoles pour devenir vraiment l'outil, le registre patient dans le centre de santé. Et à d'autres pays également ? Et à d'autres pays également, puisqu'on a commencé depuis 2016 au Mali, de manière plus petite, plus pilote, avec 40 centres de santé, de districts sanitaires, mais ça va être bientôt renforcé. Et puis on va commencer également au Niger, dans le cadre du projet Village Connecté. Et on se réjouit parce que là, ça va être carrément plusieurs applications de solutions de santé digitale, 5, qui vont être interconnectées. On va vraiment travailler sur cette interopérabilité dont on parle depuis ce matin. Et puis au-delà de la santé, il y aura aussi des solutions qui vont être connectées en matière de agriculture, éducation, gouvernance. Donc c'est un gros projet qui nous enthousiasme particulièrement. C'est important, justement, vous dites ce passage à l'échelle, la fameuse scalabilité, pour faire de l'anglicisme que tout le monde recherche, parce que plus on a de données, plus on est performant dans ce projet et dans l'application de ces données en santé publique. Comment est-ce que vous pourriez illustrer un petit peu cela ? Je pense qu'en fait, ce qu'on voit, ce que nous disaient notamment nos interlocuteurs de la Bill and Melinda Gates Foundation, c'est « make them addicted to data », faire en sorte que les gens soient vraiment addicts à la donnée. Et en effet, ça marche en ce moment, je peux vous dire. On commence vraiment à le voir, c'est-à-dire que si on voit un problème avec un dashboard, un tableau de bord, on va tout de suite nous appeler en nous disant non mais là on a vraiment besoin de cette donnée pour savoir, par exemple, le programme de lutte contre le paludisme nous a demandé, on est en train de faire la CPS, la chimio-préventive saisonnière du palu, et on a besoin de savoir en fait, après les distributions des doses, quels sont les résultats. Donc est-ce que vous pouvez ajouter une variable ? Donc on a beaucoup de demandes comme ça pour continuer en fait à affiner l'outil pour que ça rende service le plus possible à l'information sanitaire et aux besoins des... Et l'IA, l'intelligence artificielle, c'est l'outil qui va vous permettre de faire du prédictif, notamment sur certaines maladies. On parle de paludisme, mais il y en a d'autres aussi. Ça, avec la masse de données, c'est le but, c'est construire ce modèle de prédiction. Oui, absolument. En fait, on a toutes les données épidémiologiques dans le REC, mais après, on aimerait croiser ces données avec les données météorologiques, avec les données de prix des marchés pour arriver à en déduire un modèle prédictif en matière de surveillance épidémiologique. C'est un gros projet qu'on mène avec la Fondation Cloudera et l'Université de Genève. Ouais, toute dernière question, Sonia Ancelin-Panzani, ce prix de la Fondation Pierre Fabre, prix de l'ODES, qu'est-ce que vous en attendez ? Qu'est-ce qu'il peut vous apporter, vous qui avez déjà beaucoup de soutien, beaucoup de partenariats ? On se réjouit et on remercie la Fondation déjà pour cette reconnaissance parce que la visibilité est très importante. Parce que le fait de se réunir aujourd'hui et de pouvoir commencer à tisser des liens avec les différents pays de la sous-région, avec d'autres prestataires de solutions digitales, je pense que ça c'est crucial, on l'a dit, il faut qu'on travaille plus ensemble et ça je me réjouis que ça soit aussi facilité par la Fondation et je pense que c'est un gain énorme. Merci beaucoup. Merci, bravo Sonia Panzani, qu'on peut applaudir, lauréate ou lauréat pour le prix de manière générale Terre des Hommes.